Avant que la vidéo ne commence, 3 choses très rapides. Déjà, oui, je suis en t-shirt, mais bon, désolé, il fait 35 degrés. Deuxièmement, il y a beaucoup de noms russes dans cette vidéo, alors je m'excuse par avance pour la prononciation de ces derniers. Parce que je suis une brêle pour prononcer le russe. Et troisièmement, j'ai vu que quasiment la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, parce que ça aide beaucoup. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le front Est, une unité composée entièrement de femmes va, et le mot est faible, terroriser les Allemands. Elles vont braver de nombreux dangers et se montrer très ingénieuses avec pourtant des moyens dérisoires, en menant de nuit de périlleuses missions visant à bombarder les positions ennemies. Avec des avions totalement obsolètes et en se battant dans une obscurité quasi complète, elles vont mener des actions spectaculaires, faisant de leur unité la plus décorée de la guerre. Elles vont tellement faire flipper les Allemands avec leurs attaques surprises au beau milieu de la nuit que ces derniers vont se mettre à les surnommer les Nachthexen, les sorcières de la nuit. Notre histoire commence quelques années avant le début de la guerre avec une certaine Marina Raskova. Née à Moscou en 1912 et fille d'un chanteur d'opéra, elle se destine très jeune à se tourner vers une carrière musicale. Mais après la mort brutale de son père dans un accident, elle décide d'abandonner la musique. Et lors de ses études de chimie, elle rencontre un certain Sergei Raskov, un ingénieur dans l'aéronautique. Ensemble, ils se marient et Marina se découvre une véritable passion pour l'aviation. À cette époque, la propagande soviétique encourage vivement les femmes à travailler dans les mêmes domaines que les hommes. Et l'armée soviétique ne fait pas exception puisque dès ses débuts, les femmes peuvent s'y engager. Pourtant, l'armée de l'air reste encore assez frileuse à l'idée d'employer des femmes en tant que pilote de combat. Marina Raskova décide de s'engager et en 1934, elle devient la première femme navigatrice de l'armée de l'air soviétique. Et un an après, elle devient enfin pilote puis instructrice. En 1938, aux côtés de deux autres femmes, Valentina Grizodubova et Polina Osipenko, elles réalisent ensemble le record de la plus longue distance parcourue par des femmes. Elles réussissent à rallier Komsomolsk, tout à l'est de la Russie depuis Moscou, soit un périple de 5900 km, un exploit qui leur vaudra le titre de héros de l'Union soviétique, puis celui de l'ordre de Lénine. Et ce titre prestigieux va lui ouvrir de nombreuses portes, et elle se met alors à fréquenter des milieux assez haut placés du régime soviétique, jusqu'à devenir l'une des proches d'un certain Joseph Staline. Un an après l'incroyable traversée de Raskova, l'Allemagne hitlérienne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, Hitler et Staline s'accordent sur un partage de la Pologne et sur un pacte de non-agression. C'est le pacte germano-soviétique. Mais il est assez évident qu'une paix durable entre l'Allemagne et l'URSS est impossible. Tout cela n'est qu'un moyen pour Hitler de gagner du temps pour se concentrer sur le front ouest face à la France et l'Angleterre. Mais en 1941, tout bascule. Les Allemands décident de rompre le pacte germano-soviétique et déclenchent l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Et les femmes sont alors elles aussi appelées à se battre. Mais dans l'armée de l'air, encore une fois, presque pas de femmes pilotes. Les femmes qui servent dans l'armée soviétique sont mécaniciennes, infirmières ou bien encore de redoutables tireuses d'élite. Bref, en tout, environ 800 000 femmes vont servir dans l'armée rouge. Mais dans les forces aériennes, les femmes ne sont pas autorisées à combattre en tant que pilotes, alors qu'il y a bien des femmes instructrices. Ce qui veut dire qu'elles ont le droit de former les futurs pilotes, mais pas de piloter elles-mêmes. Alors même que les soviétiques manquent cruellement de pilotes, ils avaient eu énormément de pertes au début de l'invasion allemande. Pour Marina Raskova, il faut y remédier et laisser plus de place aux femmes. Alors elle va jouer de son influence à Moscou et aller jusqu'à murmurer directement à l'oreille de Staline en lui conseillant de créer une unité exclusivement féminine au sein des forces aériennes soviétiques. Chose qu'il va faire. Il autorise Raskova en octobre 1941 à créer les 3 premiers escadres de l'histoire composés exclusivement de femmes. Le 586, composé de chasseurs, le 587, composé de bombardiers en piqué, commandé d'ailleurs par Raskova, et enfin celui qui nous intéresse, le 588e, celui-ci des bombardiers de nuit. Raskova va alors rapidement rassembler des femmes souvent déjà membres d'aéroclubs, une pratique très à la mode en URSS avant la guerre. En tout, environ 400 femmes sont recrutées après d'intenses sélections, et ces femmes sont assez jeunes puisqu'elles ont quasiment toutes entre 17 et 26 ans. Elles n'ont pourtant aucune expérience du combat, mais leur formation doit se faire vite.
En seulement 3 à 6 mois, contre 18 habituellement, ces femmes sont assignées à leur toute nouvelle unité par Raskova elle-même, qui prête une attention particulière à ces nouvelles recrues. Le 588e, qui est chargé d'effectuer des bombardements de nuit, est commandé par Yevdokia Berchenskaya, et est le seul de ces 3 unités à être entièrement composé de femmes. C'est-à-dire que les pilotes sont des femmes, mais aussi les mécanos, etc. Ces femmes travaillent dans des conditions extrêmes. Elles font face au froid de l'hiver russe, mais aussi à une chaleur écrasante en été, le tout en manquant presque constamment de nourriture. Les pilotes du 588e volent sur Polikarpov PO2, un vieux biplan de la fin des années 20 complètement dépassé. C'est en fait de base un avion d'entraînement, il est peu rapide, facile à piloter, bref, il est parfait pour former les futurs pilotes. Mais pour le combat, c'est une autre affaire. En fait, le seul moment où le PO2 peut être efficace, c'est justement de nuit. Et c'est avec ce coucou un peu pourri que les pilotes du 588e vont entrer dans l'histoire. Les pilotes du 588e vont au fil du temps transformer leur PO2, pourtant si lent et fragile, en une machine particulièrement redoutable. Le commandement souhaite faire des économies, alors les avions ne sont pas équipés de parachutes. Et bon, de toute façon, vu qu'elles volaient toujours à très basse altitude, un parachute ça servait à rien. Il n'y avait pas non plus de radio, ni de cockpit fermé, donc de nuit, en hiver, ça caille sévère, et même les vêtements ne sont pas adaptés. Et oui, on leur donne la même tenue que tous les pilotes, donc des tenues d'hommes avec des manteaux et des bottes bien trop grands. Comme leur appareil est un petit biplan, il n'a pas vraiment besoin de piste pour décoller. Un simple champ suffit, ce qui rend cette unité particulièrement mobile. En fait, chaque nuit, elles peuvent partir d'un endroit totalement différent. Ce qui rend pour les Allemands quasi impossible de prévoir à l'avance d'où viendra l'attaque. Elles embarquent généralement quelques bombes et des charges incendiaires, et une fois la nuit tombée, les P-02 décollent. Les pilotes tirent avantage des nombreuses faiblesses de leur aéronef. Sa lenteur, 150 km/h max, leur permet par exemple de voler très bas et d'être quasi impossible à intercepter pour les avions allemands, car ceux-ci volent beaucoup trop vite en comparaison. Fait de bois et de toile, leur avion est très fragile, mais ces matériaux le rendent aussi moins détectable pour les radars allemands. Et sa maniabilité fait que les pilotes peuvent plus facilement éviter les tirs de défense anti-aérienne. Leur tactique consiste à se séparer en 2 groupes. Pendant que l'un vole en rase-mode pour attirer l'attention des Allemands au sol, l'autre réduit au minimum la puissance de ses moteurs, pour rester silencieux le plus possible, et prend de l'altitude avant de piquer et de larguer leurs bombes sur l'ennemi. Les PO2 sont très loin d'être de gros bombardiers comparés à ceux de l'époque, et les quelques bombes qu'ils peuvent embarquer ne font pas d'énormes dégâts. Mais leur utilité, surtout de nuit, est avant tout d'harceler l'ennemi, de saper leur morale, de les empêcher de dormir. Bref, c'est une véritable guerre psychologique que mènent ces femmes. Et le bruit que fait le PO2 lorsqu'il pique et que les moteurs sont au ralenti, d'après les Allemands, ça ressemble à ce que pourrait faire le bruit d'une sorcière sur son balai. Bon, me demandez pas où est-ce qu'ils ont été chercher la comparaison. On raconte qu'au moindre sifflement, alors que parfois c'était juste le bruit du vent, les Allemands se jetaient dans des tranchées, terrorisés à l'idée d'être frappés par ces bombardiers invisibles dans le ciel nocturne. Et lorsqu'ils apprennent que les avions qui les harcèlent toutes les nuits sont pilotés par des femmes, ils leur donnent ce surnom de Nachthexen, les sorcières de la nuit. Cependant, je n'ai pas trouvé comment les Allemands ont appris que c'était des femmes, ni comment les pilotes du 588e ont eu vent de ce surnom. Mais visiblement elles l'ont apprécié car elles se sont mises elles-mêmes à se surnommer les sorcières de la nuit. En d'autres termes, oui, les Allemands sont terrifiés. Les pilotes du 588e accomplissent plusieurs missions par nuit, et le record de l'unité est détenu par une certaine Nadejda Popova, avec 18 missions dans la même nuit. En tout, les sorcières de la nuit accompliront plus de 23 000 missions, toutes plus périlleuses les unes que les autres au cours de la guerre, avec une moyenne de 800 missions par pilote. Plus le temps passe et plus la fatigue se fait sentir au sein de l'unité. Les missions s'enchaînent à un rythme effréné et les pilotes doivent parfois atterrir et redécoller pour une prochaine mission en moins de 10 minutes. Elles se couchent au petit matin et ne dorment que 3 ou 4 heures, avant de se consacrer une grande partie de leur journée à l'entretien de leur appareil. Mais malgré ça, elles restent toutes extrêmement motivées. Et on raconte que celles qui sont blessées ou malades, elles en ont rien à faire, refusent de s'arrêter et dès qu'elles le peuvent, retournent en mission. Mais ces femmes ont quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres unités de l'armée de l'air. Une volonté de prouver à la fois au régime, mais aussi à leurs homologues masculins qu'elles aussi sont capables de faire comme eux, et même mieux qu'eux, avec moins de moyens. Alors que les Allemands redoutent de plus en plus les attaques des sorcières de la nuit, le rythme des missions s'accélère.
La défaite des Allemands à Stalingrad en février 1943 redonne à toute l'Union soviétique de l'espoir. Le cours de la guerre bascule, et pour beaucoup, et notamment les sorcières de la nuit, ce sera la victoire ou la mort. Et justement, malgré leurs nombreux exploits, les sorcières de la nuit payent un lourd tribut. Un petit biplan fait de toile comme le PO2 s'enflamme à la moindre étincelle, et de nombreuses pilotes périssent brûlées vives. Et même Marina Raskova, qui commandait les bombardiers de jour, en paie le prix, et meurt en mission en janvier 1943. C'est dans la nuit du 31 juillet 1943 que les sorcières de la nuit vont connaître leur plus grand revers. Alors qu'elles survolent Novorossiysk, elles tombent dans une embuscade. Le mythe des sorcières de la nuit s'était répandu, et le commandement allemand promettait à quiconque abattrait une sorcière de la nuit la prestigieuse croix de fer. Cette attaque cause la perte de plusieurs sorcières de la nuit, dont 4 abattues par un seul et même Allemand, un certain Józef Kosiok. C'est la seule fois de tout le conflit qu'elle décide d'annuler toutes les missions prévues ce soir-là, avant de reprendre dès le lendemain. Les sorcières de la nuit vont continuer le combat jusqu'à la fin de la guerre. Elles se battent au-dessus du Caucase, de la Crimée, de la Biélorussie, de la Pologne, et jusqu'à la toute fin du conflit, au-dessus de l'Allemagne. À la fin de la guerre, l'unité des sorcières de la nuit est le plus décoré de toutes les unités aériennes soviétiques, avec 23 pilotes décorés du titre de héros de l'Union soviétique. Mais le 588e est pourtant dissous et ne participe pas à la grande parade de la victoire à Moscou, et les femmes dans l'armée de l'air soviétique vont peu à peu disparaître à la fin de la guerre. Elles seront les années suivantes célébrées à de nombreuses reprises, et l'ancienne commandante de cette unité de légende, Yevdokia Berchenskaya, entreprendra jusqu'à sa mort en 1982 de réunir le plus d'archives et de témoignages sur les sorcières de la nuit, pour que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Merci d'avoir regardé cette vidéo tournée pendant la canicule. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram, à soutenir la chaîne sur Utip en souscrivant à la chaîne, à nous rejoindre sur Discord, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.